Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Out. Nous sommes le 16 octobre. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler en première partie, pour le focus de la semaine, un petit focus tennis. Où va le tennis français? Où en est-on du tennis français? Effectivement, ça va être passionnant. Ensuite, sur l'enquête de la semaine, Jules, de quoi parlerons-nous? Je vais vous parler du Angleterre-Bulgarie qui s'est déroulé lundi soir et vous allez voir qu'il s'est passé 2-3 trucs. Très bien, le débat de la semaine, nous irons voir, bonne ou mauvaise idée, Rudy Garcia, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mon pif me dit que ça sent déjà pas bon. On va en parler, nous aurons l'occasion d'en parler, puis on fera un petit tour des infos en bref. Guillaume nous présentera sa clownerie de la journée. Puis on parlera de Martin Fourcade, de Ben Arfa et de même de Carson Edwards. C'est parti. Et de Repart. Time out. Time out. Et donc pour ce focus de la semaine du 16 octobre, on va parler un peu de tennis et de tennis français. Alors, où va le tennis français? À savoir, bon, dans un mur, hein, mais savoir si on est plus sur le mur en brique ou le mur en paille. C'est la grande question. Alors déjà, on peut revenir rapidement sur cette ancienne génération dorée du tennis français. La fameuse génération dorée. Les fameux 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires, qui sont donc, rappelez-nous, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga, qui a 4 compte actuellement. Combien de Grand Chelem déjà? Les 4 Oui. Moins 1. Il y a une finale pour Joe. Une finale pour Joe. Et combien de Masters 1000 pour les 4? Bah 2. 2 pour Tsonga. Les deux de Tsonga, effectivement. Depuis 2004, ce sont les 2 seuls Masters 1000 qui ont été remportés par les Français. Mais bon, on avait quand même régulièrement, si on compte avant 2015 à peu près, régulièrement un joueur dans le top 10 français et au moins quasiment 4 top 30. Voilà. Assez régulier. On avait 4 top 30, voire 3 top 20. C'était régulier. Chaque année, au moins une demi-finale de Grand Chelem, du bon, correct dans les Masters. Quel style de jeu quasiment différent? Oui, alors. À part mon fils Tsonga qui se ressemble un peu, mais. Non. Mon fils Tsonga, ça se ressemble pas tellement. Mon fils ressemble plus à Simon, c'est 2 défenseurs. Simon plus contraire. Simon a moins d'atouts que mon fils. Oui, il a moins d'atouts, mais c'est le même style de jeu, c'est défensif. Mon fils pourrait jouer plus offensif, mais lui, il aime jouer loin. Alors, Simon va plus être dans le compte, comme mon fils va plus être à temporiser et envoyer des gros cache-foot derrière. Mais dans ce style un peu énervant. Puis je fais chier tout le monde. Quand tu joues en premier tour contre Simon, tu souffles. Hein. Oui, et puis même mon fils, quand il commence à se plaindre à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'il se plaint beaucoup, mon fils. Voilà, Tsonga, c'est un jeu classique, un gros service pour le coup droit. Et Richard. C'est Federer. C'est le Roger Biterrois. Le Roger Biterrois. Ça dépend. Pour des petits as. Ces dernières années, Richard, c'est des ronds merdiques au centre. Oui. Et on se prend du 106-2. Mais sinon, à sa grande époque, Richard, ça a toujours été un style de jeu plutôt défensif. Bon, Richard, on l'a plus souvent vu en pyjama d'hôpital qu'en tenue de tennis sur les 6 derniers mois. Sur les 6 derniers mois, non. On l'a vu plutôt sur les premiers tours. Oui. Mais après, si on parle historiquement, Gasquet, on est quand même sur un des tennisman les plus titrés. On est sur 15 titres ATP, tous des 250, mais quand même, faut les gagner. L'éternel espoir. Voilà. Opposé à Nadal au départ, on disait il y aura lui et Nadal. Bon, après, on va pas parler d'espoir, il a une très belle carrière. Ah oui. Moins que Nadal. Oui. Un peu moins. Ça se joue à pas grand-chose. Oui. Il aurait gagné. Il est moins bon sur terre, quoi. Il aurait gagné Storyl 2 fois de plus, je pense que ça jouait. Et donc bon, il y a ça déjà, très important. Et après, Simon, on est sur un palmarès qui est pareil, correct, mais ça reste... Des 250. Voilà, sur du 250. Beaucoup moins de performance en Grand Chelem pour Simon. Il a toujours buté au quart de finale. Mon fils a des demi-finales à Roland et à l'US Open. Et Tsonga donc est le seul joueur français qui a une demi-finale dans chaque Grand Chelem et finale à l'Open d'Australie. Plus, comme tu l'as dit, 2 Masters 1000 et plusieurs 500. C'est vrai que Joe a le plus beau palmarès des joueurs en activité. En termes de prestige, oui. Oui, voilà. Et même s'il y avait un joueur français qui aurait pu gagner un Grand Chelem ces dernières années, c'était soit Joe Tsonga, soit Gaël Monfils. C'était vraiment ceux qui avaient le jeu pour battre les gros, parce que Gasquet, aussi bon qu'il puisse être, il a toujours eu un plafond de verre. Il avait toujours eu un plafond de verre face au top 4. C'est-à-dire un plafond mental et physique. Oui, un plafond mental c'est sûr, physique, ça dépend. Quand il était bien physiquement, ça pouvait aller, mais... Et de jeu, tout simplement, il n'avait pas le jeu pour gêner Roger ou Djokovic.
cette demi-finale de Wimbledon en 2015, elle est criante. Il prend 3-7 accrochés. Ça fait 7-6, 6-4, 7-5, quelque chose comme ça. Le plafond. Voilà, et le problème c'est que voilà, il n'a pas le jeu pour gêner, mais pas pour gagner face à ces grands joueurs. Repetita juste après à l'Open d'Australie toujours en 2015. C'est la grande année de Richard, demi à Wimbledon et Karl à l'US Open. Et c'est pareil, face à Roger, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que Roger cette année-là est très très bon, il bute juste en finale sur Djokovic et il est beaucoup trop agressif pour le jeu de Richard qui après dans le Roland Garros 2016, donc il enchaîne vraiment, il fera quart de finale face à Andy Murray, on s'en rappelle, dans ce Roland Garros plus vieux, où c'est pareil, là il avait, c'est dommage parce que là il aurait peut-être pu gêner Murray, il 1-7-0 tie-break, 5-5 dans le tie-break, il prend ace, c'est faute. C'est vraiment dommage, mais donc voilà, donc on a toujours été sur un plafond de verre, mais on avait de la régularité, des très, on va dire 4 très bons joueurs, ou au moins bons joueurs. Enfin, non, moi je dirais très bons joueurs. On n'est pas sur des champions, on est sur des très bons joueurs. On est sur des très bons joueurs qui ne sont pas des champions parce qu'ils ne gagnent pas de titres, de grands titres. On avait toujours le ventre mou entre les seconds couteaux, 30 et 70e place, Chardy, Beneteau, Mahut, un temps Florence Serra, comme ça un peu. Non mais voilà, les petits seconds couteaux trentenaires, Chirac qui a une grosse perf sur l'ITF. Je crois qu'il est 15-2. Mais toujours est-il que ces 4 mousquetaires maintenant ils ont mon fils à 33, Joe il a 34, Simon Gasquet ils sont à 33 aussi je pense. Gasquet il a 31 je sais plus. Non, Gasquet il est plus vieux. Gasquet, il a 33. C'est la même génération. C'est 33 alors. C'est Simon et Tsonga qui sont plus vieux. Alors 34 Simon Tsonga et 33 mon fils et Richard. Alors aujourd'hui Richard revient de blessure donc son classement est pas très révélateur mais son niveau de jeu est révélateur. Oui, c'est pas dur parce que de toute façon sa saison 2018-2019 c'est une catastrophe. Là on prend le classement à lundi, donc lundi on était le 14 octobre. Richard était 57e mondial. Il a pas vraiment. Depuis qu'il est revenu de blessure, il était 50e. Enfin, voilà, il s'est fait sortir par Kwon. Mon fils est 13e mondial. Oui, voilà. De toute façon, s'il y a un joueur qui marche bien cette année, c'est mon fils. Parce que le problème de mon fils, c'est toujours pareil, c'est cette irrégularité chronique. Et le problème, c'est on va en reparler de mental, il a pas le mental supérieur pour se prendre au sérieux, arrêter de faire des twinners. Arrêter de contester en permanence et de se plaindre sur le terrain. C'est ça. Il a le jeu, il a le jeu pour gagner un grand chelem, parce qu'il a la puissance. Mais il n'a pas l'âme du champion. Il a le physique, mais il n'a pas le mental du champion. Joe... Il n'est pas assez professionnel. Oui. Il fait plus des pubs pour le lait que... parce qu'il n'a rien à envier à un Daniil Medvedev. Il n'y a rien du tout. Medvedev, c'est l'école inverse. C'est le bosseur acharné qui dit rien. C'est l'école russe, oui, mais il a un bon caractère. Ouais, mais quand il se met le public à dos, il adore. Il n'a rien à envier tennistiquement. Il a un très bon service aussi, un très bon coup droit. Medvedev attaque peut-être plus et mon fils défend plus, mais je veux dire, voilà. Mais quand tu vois qu'il est à 2 doigts de gagner un grand chelem, il manque cette âme du champion, quoi. Exactement. On a Joe qui est 36e mondial, qui lui aussi entre les blessures et les déconvenues depuis. Lui, il revient de blessure. Il a eu une grosse blessure quand même. À un moment, il était 250. Il a eu une grosse blessure mentale aussi. Roland Garros, Renzo Olivo. Ah oui. Il s'en est jamais remis. C'est le fameux premier. Surtout, être breaké. Renzo Olivo sert pour le 7. Tsonga revient sur les cours le lendemain. Il sauve le break, le public est en feu. Et derrière, il se prend 2 jeux d'affilée. Tu t'en souviens ? Oui. On était sur une heure d'autoroute quand on a vu ce petit retour. Je me souviens très bien. Faire rentrer le public, ça débreak, c'est la folie. Et bon, voilà. Donc Joe, actuellement, il est 36e mondial. Et il revient un peu avant la saison prochaine, s'il peut faire, mais bon, la saison prochaine, il va quand même avoir 35 ans. Quoi. Bah ouais. Donc à voir s'il peut faire quelque chose ou pas, mais moi je suis assez pessimiste. Enfin, quand on a vu à Wimbledon le 3e tour face à Nadal, il s'est fait. Et il est toujours dans son style un peu caractéristique à se plaindre de tout. Bah, c'est un peu. Il a pas le mental, c'est pareil, lui il a aucun mental. Niveau mental, c'est le problème du tennis français en règle générale. C'est quand même incroyable que ce problème soit récurrent à ce point-là, parce que la fameuse page Facebook, la Fédération Française de la Loose, elle part du tennis, mais à chaque fois, sur chaque tournoi, t'as un truc à dire sur le tennisman français qui s'écroule. Bah non, mais c'est vrai. Mais c'est des connards sur cette page. Non, j'aime pas. Non, j'adore cette page, ils sont très drôles.
Mais à un moment, c'est qu'il y a un vrai problème de mental, peut-être pas dans le sport français en général, mais au niveau du tennis, c'est quand même criant. Le nombre de défaites qui doivent pas avoir lieu, le nombre de matchs perdus alors que tu avais les clés en main, et cette génération en est un peu symptomatique. Peut-être pas au niveau de Gilles Simon. Gilles Simon, actuellement, il est 47e mondial. Bon, bah, lui, il fait sa fin de carrière tranquillement. Simon, il a une belle carrière parce qu'il a jamais eu le jeu pour passer au-dessus. Il a quand même été 6e mondial, hein, mais il a jamais eu le jeu. Il a pas de coup fort. Voilà, il lui manque ce coup fort pour vraiment franchir un cap et être dangereux. Bon, il a fait quelques finales de Masters. Il a gagné des petits tournois. Bon, voilà, mais il a toujours bloqué en Grand Chelem. C'est un peu actuellement en meilleur, c'est un peu genre Bautista Agut, tu vois. Oui. Enfin, actuellement. Ouais, le joueur chiant à jouer. Voilà, quoi. c'est ça, c'est le joueur qui a pas de coup fort mais qui donne tout. Qui fait jouer à chaque fois le jeu supplémentaire. Dans les rallyes. Très bon en retour, pas très bon service. Gilles Simon, quoi. Voilà, un jeu très à plat, voilà. C'est le jeu que je déteste, quoi. c'est pas dur, hein. Le niveau au-dessus de Simon, ça a gagné des grands chelems, c'est Andy Murray, voilà, c'est le même style de jeu. On adore. Non. Ah bah non, bien sûr que non, c'est horrible. Je ne vous suis pas. Non, non plus, j'aime pas du tout. Et bon, bah Richard, qui a 33 ans, 57e mondial, qui lui aussi revient d'une longue période d'absence, qui peine vraiment au niveau du jeu. Malheureusement, j'ai peur que ce soit fini, Là, maintenant, le problème physique est devenu colossal. Ouais, quand tu le vois jouer contre Goffin, il a plus de physique pour rien. C'est une catastrophe. Alors, on peut espérer de se dire qu'il fera encore une saison à ses 34 ans, qu'il sera en forme physique, est-ce qu'il peut essayer de faire un petit run quelque part. Voilà, pour faire quoi? Sur la saison sur herbe, je sais pas. Ouais, mais bon, la saison sur herbe, on lui parle de sa saison sur herbe, en fait, ça fait quand même 3 ans qu'il a pas passé le premier tour à Wimbledon. Tu le savais, ça? Pouille, Monfils et Ferrer. Le monstre Ferrer sur herbe l'avait sorti. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. En 2016. Donc voilà, donc on a ces 4-là. On a ceux dont on parlait qui traînent un peu. Bon, Julien Beneteau a pris sa retraite après un dernier barreau d'honneur à Bercy. Exactement. Jérémy Chardy, qui est plus jeune que ces 4-là, mais qui est pas bien loin, qui a 32 ans. Il est toujours dans le coin, il est 66e mondial, il fait des bonnes petites séries. Chardy, c'est le joueur, le jour où ça passe, il est très très chiant à jouer, s'il met tout dedans. Oui, voilà, c'est ça. Il balance ses coups. Gros service, gros coup droit. Si ça rentre dedans, c'est parfois injouable. Mahut, là, il est 171e mondial. C'est le 14e joueur français. Ça commence à couler un peu, Mahut, mais il commence à être dur. Il est 37 ans, il semble. Il a jamais non plus été dans les meilleures classes. Non. Mahut, c'est toujours, lui, sa période, c'est l'herbe. Voilà, c'est quand même un joueur de double, hein, Mahut, avant d'être un joueur de simple. Et il détient ce record qui ne sera jamais battu vu les nouvelles règles. Oui, avec John Isner. En espérant qu'un jour il revienne un peu sur ses règles de super tie-break et de 5ème set à 15 jeux. Quel record on parle? On parle du record du match le plus long et avec le plus de jeux. C'est fini à 69-67 au 5ème. Ça, je ne saurais pas te dire. Bon, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. C'est un match qui s'est étalé sur 4 jours ou 3 jours. Sur le cours 18, je crois. Il a l'air bien informé. Le intérieur sport sur ce match, je l'ai regardé 6 fois, je crois. Mais après, Mahut qui tient un autre record, enfin, un record qui a été battu 10 minutes après, qui est celui du revers le plus rapide, je crois. Oui, bien sûr. Donc, celui du match en Grand Chelem gagné le plus âgé. Sauf que Roger l'a battu 1 heure après à Roland. Tu vérifies le nombre de jeux? Oui. 70-68. 70-68, bon, j'étais pas très loin. Mais après, pour revenir à ce que tu dis, bon, moi je trouve que c'est bien quand même, le super tie-break à 15, c'est bon. On perd un côté romantique. La finale Djoko-Federer à Wimbledon, on a tous envie qu'elle dure encore, tu vois. Oui, mais. Que ça s'arrête un super tie-break, c'est oui, frustrant, mais au moins, enfin, ça. Moi j'adorais le match à Wimbledon, c'est insupportable. Ouais, moi j'adore les records, donc j'adore les stats. Ouais, mais tu peux aussi avoir des. Enfin, non, moi je suis plutôt pour. Non, moi clairement, je voudrais uniformiser ça dans les grands chelems, parce que c'est chaque grand chelem qui fait à sa sauce. Oui, mais il n'y en a plus aucun qui a la règle originelle. Si, Roland Garros. T'es sûr? Oui, Roland Garros, c'est toujours comme ça. Alors, c'est sur terre battue, parce que sur terre battue, il y a moins de chances. Enfin, les matchs sont plus longs, mais il y a moins de chances d'aller très loin. Comme la surface est plus lente, les serveurs sont moins avantagés, et puis ça demande beaucoup plus de technique en règle générale. La surface qui demande le plus de technique, c'est l'herbe, hein, parce qu'il y a un rebond très bas. Il y a un rebond très bas, c'est beaucoup plus dur à jouer. La terre battue, ça ne demande pas beaucoup plus de technique, hein, c'est juste que le lift prend plus, mais non, après, c'est globalement pareil.
Donc voilà, entre ces petits vieux briscards, les 4 mousquetaires, ensuite on a une autre génération qui vient se dessiner. Voilà, donc la relève. Donc, où en est la relève? Alors avant la relève, il y a une autre génération, je pense. Qui est celle de Manarino, Herbert, Père. Oui, bon, déjà, celle-là, on va la foutre à la ton père, c'est... Oui, enfin, mais ce seront jamais... c'est pas ça la relève du tennis français. J'ai dit qu'avant la relève, il y avait une autre génération, il faut en parler aussi. Oui, mais on parle de où va le tennis français. Si notre meilleure chance c'est Benoît Paire, là, autant jeter tous à la mer. Alors, si Benoît Paire avait de la concentration, il serait top 10 tous les ans. Oui, avec des si, merci. Non, mais avant de parler de relève, parce qu'on fait le tour du tennis français, donc ils font partie du tennis français. Il y a cette génération de Pierre Hugerbert qui marche bien en solo depuis maintenant quelques années. Là, il est 68. Il a eu un petit run l'année dernière. Il n'a jamais rien fait. Manarino qui a eu un très gros run il y a 2 ans. Alors attends. Qui a fait des finales, qui a battu des Silic. Donc son très gros run, c'est la finale en 250 sur herbe. La finale en Talia contre Sugita, et quand il bat Silic en demi, oui. Je sais plus où, mais il bat Silic en demi. Ouais. Tu étais le premier à dire, je pensais jamais dire ça, mais Manarino m'impressionne. Oui, j'avais vu un contre Team. J'ai vu un bon match. Il a bien joué pendant 2 mois et demi. Après, voilà, Manarino. Il n'y a pas non plus forcément de coups forts. Son petit. C'est un plafond entre 30 et 90, et voilà. Ouais, entre 30 et 60, c'était dur. Hein. Oui, non, mais il a pas de marche face à un 90. Non, d'accord. Bon, voilà, faut toujours te dire qu'il y a Manarino qui est là qui se balade. Benoît Paire, c'est déjà plus compliqué. Parce que c'est un joueur qui a incontestablement beaucoup de talent, qui est relativement jeune. Tu connais ma position sur ce joueur? Oui, moi c'est un de mes joueurs préférés. Voilà, moi je le déteste. Mais qui a des gros problèmes de concentration, de mental et de contestation, d'arbitrage, de fair play aussi. Voilà. Après, pour parler tennistiquement, on a un gros problème de coup droit aussi. Ouais, mais tennistiquement, il est quand même très fort. Mais il a un bon revers et un bon service. Après, tennistiquement, non, moi je dirais pas qu'il est très fort. C'est un joueur qui est très nonchalant. Il est 23e mondial. Il a un jeu de jambes qui est honteux. Ah bah oui, parce qu'il est pas concentré, il joue pas. Après, oui, ça n'a rien à voir avec la concentration, le jeu de jambes. En fait, c'est ça, Benoît Paire, c'est juste que c'est pas. Il ne sait pas ce que c'est qu'être joueur professionnel de tennis. Ah, il n'est pas professionnel. Voilà, donc en fait, il sera toujours pareil. La 23, c'est en plafond. Hein, il sera au mieux 20, il descendra pas plus bas. Et par contre, c'est un joueur qui peut très bien redescendre 80 sans problème. Quoi. Enfin, il était de toute façon, toute saison, il était dans ces jeux-là. 80, je sais pas si il redescendra 80 sur la saison prochaine. Ah bah s'il est dans une période où il balance après, tout, il n'y a pas forcément grand-chose à défendre. S'il a gagné 2 tournois cette année, Benoît Paire. Oui, il va voir s'il va avoir des Marrakech et il a commencé l'année, il était plutôt 50-60. Hein. Ouais. Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir enfin venir à ta relève. Et le gros nom de la relève qu'on attend. Attends, je la cherche au loin, la relève. Là. Depuis 4 ans. Alors, il y en a un qui est top 19, mais qui ne fera jamais rien de sa carrière. Si, alors non, j'irai pas jusqu'à là, je le trouve dur. Mais, on parle de Lucas Pouille, évidemment. On parle de Lucas Pouille, mais déjà, on est sur un joueur qui fait beaucoup de pub pour Lacoste. Mais après, au-delà de ça. Oui, mais c'est surtout un joueur, c'est une relève, mais qui est déjà. Lucas Pouille, il est plus si jeune que ça. Hein. Il a 25 ans. Il a 25 ans, Lucas Pouille. Ouais. Voilà. Non. Donc on n'est pas sur c'est pour ça à 19 ans qui est en demi-finale de... Ah oui, non, c'est pas ça. Après, et puis, à son âge, on a eu le temps de voir ce qu'il donnait dans les situations où on l'attendait. Alors Pouille, ça a pas marché. En grand chelem, il a fait des bonnes perfs. Il a fait des demi-finales. Là, cet été, en début d'année, à l'Open d'Australie. Il est en quart ou en demi? Je sais plus contre qui il sort, donc je sais pas où est-ce Pouille, je crois qu'il... pas en demi, je pense pas en demi. Dans mon souvenir, il est en quart peut-être. Il est en demi contre Nadal à l'Open d'Australie. En demi? Oui. Il sort Raonic. Toujours est-il que Pouille, pour moi, son gros problème, c'est que quand il est attendu, il se fait dessus, quoi. On a vu par exemple, on a vu le match contre Jack Sock à Bercy, où il doit gagner 1000 fois, il y a tout public derrière lui et il s'écroule. Et ça a souvent été ça, Lucas Pouille. Contre des petits joueurs. Demi-finale, mais c'était contre Djokovic. Ouais, voilà. On comprend la défaite. Mais voilà, il avait démarré l'année d'une belle façon. Je m'en souviens. Et c'est Pouille, on est vraiment sur ce qu'on disait. Mentalement, le plafond. Mentalement, c'est une catastrophe. C'est terrible. Parce qu'il va pouvoir, par exemple, imaginons faire une grosse perf. Je sais pas, demain il joue un grand chelem. Au troisième tour, il joue Medvedev. Il sort Medvedev. Oui. Imaginons derrière, il joue tennis sans graine. Tu peux être sûr qu'il va perdre. Ah, sûr non, mais oui, en fait, c'est ça. Il a pas énormément de marge. Il a pas de marge parce qu'il lui manque un peu de variance aussi dans son jeu, il tape tout fort, mais... Et quand il est pas attendu, il est très bon. Voilà, c'est un joueur qui supporte pas trop la pression, c'est pour ça qu'à Roland Garros, il n'y arrive pas pour l'instant.
Donc, puis c'est pas forcément le meilleur joueur sur terre battue, mais au-delà de ça, c'est vrai que sur terre battue, il n'y a aucun problème. C'est juste que pour l'instant, il n'y arrive pas face au public français. Après, toujours est-il qu'il est top 20 et qu'il est toujours dans ces eaux-là, globalement. Oui. Donc, il fait ses perfs. Mais il n'y a pas de victoire globalement. On a du mal à se dire que c'est le nouveau crack du tennis français. C'est pas lui qui va aller nous chercher des grands chelems. Donc là, on peut aller chercher un peu ce qu'il y a derrière. Oui, mais la vraie relève bien. Pour toi, quel est le meilleur espoir dans les 400 premiers joueurs mondiaux du tennis français? Le meilleur espoir, on l'a pas sur tes petits papiers. Pour moi, c'est Ryan Roman, le N40, 18 ans, qui est vraiment un vrai espoir là, pour le coup, qui commence à jouer en ITF, en Challenger, qui est en train de mettre des saucés à tout le monde. C'est un joueur, c'est un grand service, gros coup droit, donc lui, je pense qu'on est vraiment sur un vrai espoir. Après, dans ce que j'ai vu par exemple, dans les jeunes, on peut peut-être les citer, on va avoir Corentin Moutet, Hugo Humbert, en vraiment jeune, Quentin Alice, voilà, on va être sous les moins de 24 ans, on va avoir on peut rajouter genre même Antoine Wang qui a 24 ans, Maxime Janvier qui en a 22. Non, on va parler de relève. Moins de 24 ans. Oui, non, mais moi je veux dire ceux qui peuvent faire quelque chose de leur 10 doigts. Antoine Wang, alors j'exclus, et Quentin Alice aussi. Non, Antoine Wang, il est bon, moi je trouve qu'il a un bon jeu. Il est à la limite des 25 ans. Oui, mais ça veut rien dire. Tim a percé tard. Tim a 23 Après, les deux vrais qu'on attend, c'est Hugo Humbert et Corentin Moutet. Voilà. Qui sont déjà dans le top 100. Et très clairement, on peut déjà en retirer un. Corentin Moutet n'ira pas plus haut que la 30e place mondiale. Et encore, c'est vraiment un plafond. Parce que ce joueur, aussi valeureux qu'il peut être, il a pas de service parce qu'il est trop petit. Pour lui, son plafond, c'est Diego Schwartzmann et c'est un plafond très haut. Voilà, le jour où il aura le niveau. S'il a la carrière de Schwartzmann, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien parce que. Alors par contre, ce joueur-là, il a du mental. C'est un battant, et c'est un joueur qui, si vous lisez quelques interviews de lui, etc., c'est un joueur qui est très intéressant, qui est très cultivé et qui a un état d'esprit qui est bien différent de la plupart des tennismen, et c'est assez intéressant et rafraîchissant d'avoir un joueur comme ça. C'est quand même un joueur qui lui manquait beaucoup de choses, il a pas de coup fort, il a un service très faible. Je vois qu'on le voit. Simon quoi. Non, parce que là c'est vraiment. Il a vraiment une très mauvaise deuxième, c'est un bon retourneur, mais. Ça va être très compliqué. Mais c'est un battant, c'est surtout à ça qu'il doit ses places, c'est que c'est un battant et s'il prend le public avec lui, il s'en sert vraiment comme quelque chose de fort. Il a fait 3ème tour à Roland Garros, il était 100ème à peu près. Il sort contre Londero, je pense. C'est ça, et là aujourd'hui on en a 94ème mondial. Il a pas bougé, non. Donc il arrive pas, il a 19 ans. Oui, mais... Il a 19 ans, non mais voilà. Oui. C'est que aussi on est critique avec lui, mais il a quand même que 19 ans, il a fait un 3ème tour à Roland. L'année prochaine peut être difficile parce que mine de rien, il aura des choses à défendre. Oui, mais après, il va pas faire une poussée croissante. Sachant que l'année prochaine, il devra jouer des qualifs pour entrer dans les tournois, ce qu'il n'a pas eu trop eu à faire cette année. C'est-à-dire je crois qu'après son Roland, il est rentré dans beaucoup de tournois sans qualif, et donc il aura des points à défendre sur des tournois pour lesquels il devra se qualifier. Il a 20 ans. Il a 20 ans après non, s'il est 100ème, il a pas besoin de qualif, il peut rentrer dans les tournois à 250 tout seul. Bon, on verra comment se finit sa saison à lui. Et puis il y a l'autre espoir qui est dans le top 100 également, qui lui est plus intéressant à nouveau. Jusqu'à 80, le 5 semaines avant les Grands Chelems, c'est 92 pour rentrer directement dans le tableau des Grands Chelems. Il va falloir qu'il prenne faut qu'il prenne un petit peu. Qu'il prenne 15 points. Exactement. Et c'est bon. Et donc l'autre espoir qui est 70e mondial, qui lui a déjà montré quelques petites choses et qui me paraît plus intéressant, c'est Hugo Humbert. Oui, alors lui, on est sur ce jeu grand joueur très sec. Qui est puissant. Très sec, puissant. Qui a un super coup droit quand il le veut. Ouais, mais par contre, très irrégulier pour l'instant. Disons que Moutet il a fait cette perf de faire 3 tours à Roland. Humbert il a pas encore cette vraie perf, mais il y a déjà plus de régularité. Il fait à un niveau qui est moins haut peut-être. Il fait quand même un 8ème à Wimbledon. Ah oui, c'est vrai, contre Djoko je crois. Oui. Il fait un 8ème à Wimbledon. Oui, alors voilà, il a cette perf. En sortant c'est là que beaucoup ont découvert. Ah oui. Oui. Auger Selim, qui on le rappelle, est le grand espoir du tennis canadien et même mondial, qui à 18 ans roulait sur le circuit. Lui, on est sur un vrai espoir. Donc là, vraiment... Il a 21 ans, donc c'est pas le mec de 18 ans, mais il y a quand même S'il arrive à avoir un peu de consistance dans son jeu, un peu de constance surtout, là, on peut peut-être s'approcher d'un joueur plus intéressant. C'est vraiment à suivre. Voilà, à suivre, mais encore une fois...
il y a pas enfin on sent pas, voilà, c'est pas ce petit qui va monter, qui va prendre 250 places d'un coup, comme a pu faire, comme tu disais, un Ogier Salim, un Zverev, un Shapovalov. Non, voilà. Il le fera pas. Un Tsitsipas aussi qui a pris 150 voilà. places. Là, dans la relève du tennis français, une fois que les 4 seront partis, va pas falloir s'attendre pour l'instant à voir comme à une époque 5 Français en deuxième semaine de Grand Chelem. Parce que là, si on regarde ce qu'il y a derrière, si on imagine que le jour où les 4 mousquetaires sont à la retraite, que les lieutenants sont à la retraite, ce sera Lucas Pouille, la tête d'affiche, forcément. Oui, mais derrière, après, on a un ventre mou de joueurs qui ont entre 25 et 30 ans et qui n'iront jamais plus haut que la 200e place pour la plupart. Oui, après, oui. Ça c'est sûr, après, oui, il y a toujours eu ce ventre. Les Kouakou, les Bourg, les Sakharov. Oui, ça oui, c'est clairement, ceux-là on va pas en parler, mais si on parle vraiment de relève et... Mais en tout cas, le tennis français a laissé passer sa chance. Clairement. Ça c'est sûr, après ils ont pas eu de chance quand même, ils sont quand même tombés dans la génération avec Roger, Nadal, Djokovic et Federer, on va pas se mentir, et Murray. Il n'y en a pas beaucoup qui ont chopé un Grand Chelem. Non, mais c'est frustrant de se dire que par exemple actuellement, les Français, c'est la nation qui est la plus représentée dans le top 100. C'est-à-dire qu'il y a 12 Français dans le top 100 mondial, alors que derrière, la nation derrière, c'est à 9. C'est l'Espagne qui en a 9, donc on a 3 de plus que l'Espagne dans le top 100. Oui, mais alors par contre dans le top 30. Alors là, dans le top 30, il y en a 3. Voilà, il y en a plus que 3. 3, et dont Père, qui est à son plafond. Voilà. En quelque sorte, Pouille c'est Pouille et mon fils c'est mon fils. C'est-à-dire que mon fils, dans un an, il peut être à la 55e place. Hein. Ouais, peut-être pas quand même. Mais oui, à voir après, toujours sans blessure. Mon fils, il peut sortir du top 30. Enfin, il peut finir à 25. Mais bon, voilà, on a quand même il y a une époque où on avait 4 top 20 assurés. On n'a pas de top 20 assuré, quoi. Pour la saison prochaine, on n'a clairement aucun top 20 assuré. Parce que Pouille, il aussi, il était 26, trop irrégulier, Pouille. Voilà. Donc non, c'est inquiétant pour ce tennis français parce que voilà, on avait été gâtés pendant une dizaine d'années, on savait à peu près, on avait toujours nos gros joueurs. À Roland, c'était quasiment tous les ans, on avait au moins un quart de finaliste français. Ouais, on avait des belles demi contre Roger, Nadal. Et là, ça commence. Tout le monde était derrière. Beaucoup plus compliqué. Et là, cette année, performance des Français en Grand Chelem, si on retire le début de saison un peu euphorique de Lucas Pouille en Australie. Ouais, et puis les petites bonnes surprises, Humbert et Moutet derrière. C'est de la merde, hein. À l'US Open, là, il n'y a personne. À Wimbledon, c'est Hugo Humbert, la meilleure performance en 8ème de finale. Et à Roland Garros, j'en parle même pas. Non, c'est terrible. Et puis voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que derrière, au-delà de la relève, on la voit pas truster le top 20, quoi. C'est une relève qui a un plafond à la 25e place, peut-être. Ouais, Hugo Humbert peut peut-être aller un peu plus haut, il peut peut-être aller faire une 15e place. Après, bon, faut voir la génération qui arrivera. Il y a un rendez-vous, là, on attendait tous à Roland Garros, ce Memphis Team qui était vachement attendu. Il s'est fait écraser. Exploser, quand même. Surtout que Team, c'est le joueur que tu peux prendre parce que après, parfois, il peut avoir des soucis. Oui, non, mais quand il est dedans, Team, c'est injouable, mais parfois, tu peux espérer le coincer ou quoi, mais là il s'est fait rouler dessus, il a même pas eu une lueur d'espoir dans le match, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et voilà, tout ça, ça va être un peu fini. Ces demi, ces quarts, on espère. Un incident de plante verte. Non, après cette année, bon, il y a un petit palmarès pour les Français. Il y a un 500, mon fils qui vient chercher Rotterdam. Ah, il y a un palmarès de merde. Bah oui, c'est du 250. Père qui gagne 250, Marrakech-Lyon, Tsonga aussi, Montpellier-Metz et Adrian Manarino. Alors, le GOAT. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Tsonga a gagné 8 challengers. Oui. Il a été. Tsonga, vraiment, son délire, c'était de mettre des poutrées. C'était de partir en vacances et de s'inscrire au tournoi. Voilà, mettre des poutrées au 250e mondial alors qu'il y a quelqu'un sur le balcon. Oui, il se passe des choses. Non, mais bon, voilà, ça va être de plus en plus dur. Oui, clairement. Et on n'a pas cet horizon, comme on pourrait se dire, tiens, lui. Alors, peut-être sur Ryan Roman. On en reparle dans un an, quand il aura 19 ans, qui sera 260. Non, moi, je fais le pari que l'année prochaine, il est à cette période. J'ai déjà essayé de faire un pari comme ça. J'ai toujours pas été remonté. Benjamin Bonzi, si vous voulez savoir. Il sera 150e mondial. 150e, ouais, c'est raisonnable. Mais ouais, donc comme on dit, à la fois la France a laissé passer sa chance par un plafond mental qui est terrible, et en même temps, on est tombé sur la génération monstrueuse, la génération des record breakers. Voilà, quoi, c'est frustrant de se dire qu'on a laissé passer cette chance. Mais encore, on peut dire que le tennis masculin, c'est merveilleux, c'est exceptionnel,
Parce qu'on va peut-être toucher 2 mots du tennis féminin français. Bon, rapidement. Rapidement, parce que là, on va vite déchanter. Moi, j'ai noté un mot, c'est « Elles sont toutes en régression, aucun espoir ». Ah oui. Bon. C'est l'avertissement de fin de trimestre. Hein. Tout en régression, oui. Oui. Alors là, la réponse c'est que c'est oui. Hein. Alors, on a même plus de joueuses dans le deuxième tour de Grand Chelem. La première française et 39e mondiale, c'est Caroline Garcia qui est en phase de chute totale et qui va continuer de chuter, je pense, parce qu'elle ne se reprend pas, tout simplement. Alors, si on avait parlé du problème mental au tennis masculin, au tennis féminin, c'est une catastrophe. Mladenovic, on a vu sa série de 11 défaites il y a 2 ans. C'était exceptionnel, incroyable. Alizé Cornet, qui pleure à chaque changement de côté. Voilà. Alors j'ai mis que la seule lueur d'espoir dans ce tennis féminin, c'est Océane Dodin. Alors nous n'en parlerons pas. Océane Dodin, elle est 291e mondiale. Mais ça progresse. Après son petit match contre Kuznetsova, on a tous cru à l'espoir du tennis féminin à Wimbledon. Océane Dodin. Non, Dodin est encore en train de relancer sa deuxième balle contre Kuznetsova. Non, mais j'avais mis qu'il y avait une seule lueur d'espoir, c'était une tennisman de 22 ans, Fiona Ferro. Le retour de Marion Bartoli et de Tatiana Golovin, je sais pas si oui, et de Kim Clijsters. Mais pour français. Non, mais c'est pour dire les retours à la con qui finiront top 100 et qui vont arrêter dans 6 mois. Moi aussi, je me suis remis au tennis, j'en mets pas toute l'histoire. Donc, oui, Fiona Ferro, elle a 22 ans, elle a fait quelques upsets cette saison, 3e tour à l'US Open, elle a gagné Lausanne. Bon, elle est en progression, elle est 65e mondiale, elle est en progression, c'est la seule qui est en progression. Oui, parce que derrière. De toute façon, le tennis français depuis 2013. Il y a Diane Parry aussi qui a 17 ans, qui avait fait une belle perf à Roland. Elle a gagné un tour. Qui a passé un tour. Sinon, il y a le Bartoli qui a évidemment gagné le Grand Chelem en 2013. La belle série de Garcia en 2017, avec Wuhan et sa finale derrière. Et j'ai noté quand même, pour rester un peu positif, je vais rentrer, ça va être sympa. Pour rester un peu positif, les bonnes perfs en double de Mladenovic, qui depuis 2 ans fait des très bonnes perfs en double. Elle a été numéro 1 mondial de double. Oui. Faut trouver de l'espoir dans tout ça, mais le tennis féminin, on va pas s'attarder dessus, mais c'est globalement une catastrophe absolue. Et là, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que de joueuses de moins de 25 ans, il n'y en a quasiment pas. On veut parler de Pauline Parmentier, de Myrtille Georges. Pauline Parmentier dans les jeux de moins de 25 ans, c'est pour ça. Non, mais honnêtement, le tennis féminin n'a pas de beau jour devant lui. Je pense que ça va être très très dur. Surtout que là, elles sont vraiment toutes en régression. On est assez pessimiste en général pour le tennis français. C'est du pessimisme et de la frustration. Frustration que Garcia aurait dû gagner un Grand Chelem un moment dans sa carrière, en 2018. Mais ça, c'est encore possible en tennis féminin. Oui, c'est encore possible, mais bon, la frustration de cette génération de tennismen français qui trustaient le top 30, on en a parlé. Et surtout, oui, l'avenir qui est pas très très glorieux pour le tennis, qui est pas très radieux. Après, évidemment, on me demande qu'à être surpris. Oui, on me demande qu'à voir Moutet top 9, on n'y croit pas forcément, mais on sera toujours supporter des Français. Bien sûr, absolument. On a envie de voir Roland Garros en demi-finale des Français. On a envie de voir Caroline Garcia faire une demi-grand chelem. Puis ça ne nous empêchera pas de dire qu'à chaque début de grand chelem, Richard va gagner. Ah oui. De toute façon, pour moi, Richard Gasquet gagnera. J'y crois sérieusement, j'en suis profondément convaincu. Il battra Federer en finale de Wimbledon. Il n'y a aucun doute. Bon, on va passer à l'enquête de la semaine. Alors cette semaine, pour la petite enquête de la semaine, c'est ce que c'est petit programme régulier maintenant, ça va être le focus, l'enquête, le débat et le tour du monde. Et la bière, surtout, après l'enregistrement. On va pas boire une bière. Pour cette petite enquête de la semaine, moi je voulais revenir sur ce qui s'est passé lors de Bulgarie-Angleterre. Alors je sais que vous étiez nombreux à suivre ce match attentivement. L'équipe allait droit quand même. Mais non, je pense qu'il y a plus de monde devant Albanie-Kosovo. Oui, que personne n'allait droit et voilà. Donc, pour revenir sur le match, c'était en match du groupe A des qualificatifs de l'Euro 2020. Non, Bulgarie-Angleterre. À Sofia, au stade Vassil Levski. C'était une promenade de santé pour l'Angleterre, tu as vu le score? Oui, 6-0. 6-0 pour les Anglais, doublé de Ross Barkley, de Raheem Sterling, d'Harry Kane et de Marcus Rashford. Mais les véritables événements de ce match n'étaient pas les buts de ces cadres anglais, c'était les interruptions. Ce match, en effet, a été interrompu 2 fois en première période. Par l'arbitre Ivan Rebec à la 27e minute et la 42e minute. Alors pourquoi le match a-t-il été interrompu à 2 reprises? Tout simplement parce que Tyrone Mings, Marcus Rashford et Raheem Sterling, trouve-moi le point commun entre ces 3 joueurs. C'est anglais. Oui, mais au-delà d'être anglais, ils sont noirs. Tyrone Mings, Marcus Rashford, Raheem Sterling et les autres joueurs noirs de l'Angleterre ont été pris à partie par les supporters bulgares. Cris de singe, chants racistes et même des saluts nazis.
se sont fait voir et entendre dans les tribunes, ce qui a conduit l'arbitre à interrompre le match. Entre 4 et 6 supporters bulgares ont été arrêtés, ce qui est très peu. Est-ce que les supporters bulgares ont insulté la Ligue? Pas encore, mais on y reviendra, je vais en parler. Donc évidemment 6 arrestations sur la moitié d'un stade qui fait des cris de singe, c'est très peu. Les joueurs anglais ont exprimé leur dégoût, notamment Raheem Sterling qui a été très touché, lui qui a subi déjà beaucoup de fois le racisme, notamment quand il a quitté Liverpool. Gareth Southgate s'est lui aussi montré dépité. Mais cette histoire, qui est déjà assez tragique en soi, va aller beaucoup plus loin parce que le sélectionneur bulgare, le fameux Krasimir Balakov, je sais que tu l'adores. Mais bien sûr, il est ancien attaquant du FCMS. Ancien attaquant du FCMS, vérifiez chez vous cette information. Krasimir Balakov va dans un premier temps émettre des doutes sur la véracité de ce qui s'est passé. Il va dire oui, si c'est vrai, faudra le prouver. Moi, j'ai pas entendu de cris racistes, etc. Monsieur a de la merde dans les oreilles. Voilà, mais surtout, il va participer au climat de tension. Il va adopter une position très très ambiguë. Il va être obligé, sous les pressions, d'avouer qu'il a dit que de façon très claire, il y a eu des insultes. Et il présente ses excuses à l'équipe d'Angleterre. Donc déjà, il y a cette tension, cette position ambiguë du sélectionneur. Dans la foulée, c'est le Premier ministre bulgare, Boyko Borisov, qui est issu du centre droit, qui va s'exprimer sur Facebook et qui va s'attaquer directement au président de la fédération bulgare, Borislav Mikhailov. Il va dire « Il est inadmissible que la Bulgarie, l'un des pays les plus tolérants du monde, on reviendra dessus, soit associée à la xénophobie alors que des personnes détenues et de religions différentes y vivent ensemble et en paix. » Dans la suite de son message, le Premier ministre va demander la démission immédiate du président de la Fédé et va couper tout financement de la fédération par le gouvernement. Alors, il faut savoir que le président de la fédération était déjà sous le feu des critiques. Et du coup, le focus, où va le foot bulgare? Ce sera la semaine prochaine. Oui. Restez chez nous. Le président de la fédération bulgare était déjà un peu dans la merde parce que la Bulgarie ne s'est pas qualifiée pour une compète depuis 2005. Ce qui commence à faire beaucoup. Mais quelle compète en 2005? Je pense que c'est qualifié pour l'Euro 2006. La Coupe du Monde 2006. En 2005, je pense que c'est la qualif en 2005 pour Intertoto. Donc, alors dans un premier temps, la fédération dit jamais nous ne démissionnons et tout ça. 35 minutes plus tard, un communiqué tombe. Je démissionne. Il va présenter devant. La lettre au goulag après moi là. Oui, voilà, ça a rigolé, ça a pas rigolé. Donc il présente vendredi devant le comité exécutif de la fédération sa démission qui sera étudiée. On verra comment ça va se passer. Évidemment, on suivra de très près l'évolution de la fédération bulgare. Non, mais après, donc ce président a dû démissionner sous la demande du Premier ministre bulgare. Donc l'affaire va loin. La fédération anglaise a elle demandé à l'UEFA l'ouverture d'une enquête pour comportement raciste, ce qui va être fait. Et Boris Johnson, le délicieux Premier ministre anglais, a lui aussi réagi et pris position en faveur de l'enquête et en condamnant des actes, je cite, ignobles. Tout ça pour dire quoi ? Évidemment, l'existence même de tels incidents est tragique et dégoûtante, mais on note quand même depuis quelques années une farouche volonté de nettoyer les stades par le bien et d'en faire des lieux plus chaleureux et plus conviviaux à l'heure où les discriminations de tous bords sont de plus en plus majoritairement condamnées, ce qui est évidemment une très bonne chose. En vrai, c'est compliqué, parce qu'il n'y a quand même rien de plus con au monde qu'un supporter de foot. C'est ce que je dis, c'est que le football balbutie encore quand il s'agit de définir des solutions à adopter face à ces comportements. On a vu tout le problème qu'il y a eu en Ligue 1 les 4 premières journées, de vouloir lutter contre les chants homophobes d'une part en disant on interrompra chaque match à chaque fois qu'il y aura un chant homophobe. On a vu que tous les matchs étaient interrompus, que ça donnait un pouvoir terrible aux supporters qui, en chantant 3 fois enculé, pouvaient interrompre un match. Ça pose la question de qu'est-ce qu'un chant homophobe, à quel moment doit-on interrompre, comment faire, etc. Donc on voit que c'est encore difficile pour le foot de nettoyer ce qui fait son âme, c'est-à-dire le supporter un peu con. C'est 70% du foot, on va pas se mentir, dans les stades. Oui, 90. Oui, voilà, enfin bon, c'est comme ça que les supporters ont toujours vécu au foot, et le foot ne peut pas s'envisager sans ses supporters. Donc c'est très difficile pour les instances de trouver des solutions, mais c'est quand même tout cela très encourageant pour ce sport qui mérite souvent mieux que l'on retienne autre chose que les débordements de ses supporters. En français, ça. Bah si. Attends. Ce sport qui mérite souvent que l'on retienne autre chose que le débordement de ses supporters. Oui. Bien que le football ne puisse s'envisager sans ses supporters. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter ta petite info à la con dans le contexte de cette enquête de la semaine ? La petite info à la con, non, je la garde pour la fin. Elle garde pour la fin. Je la mets un petit peu en petit teasing. Mais sachez qu'elle aura un lien donc avec le racisme et l'extrême droite. Non, pas du tout. Elle aura un lien avec la Bulgarie. Donc restez bien si vous voulez en apprendre plus sur la Bulgarie. On va pouvoir passer au débat de la semaine. Le débat de la semaine. On va pouvoir passer au débat de la semaine. Donc, qui va être étrangement lié à celui de la semaine dernière. Oui, on avait parlé des petits, un peu les. J'annonce que j'avais raison.
Alors, t'avais dit qu'il serait pas nommé avant le match contre Dijon. Oui, non mais alors, c'est surtout, il y avait les trois noms. Il y avait Gourvenec, donc pour l'entraîneur de Lyon, il y avait Gourvenec, Blanc, Garcia. C'est bien, c'est dans la même journée, l'équipe nous a dit ce sera Blanc, non, ce sera Gourvenec, non, ce sera Garcia. Moi, si tu veux, j'ai les dessous de l'affaire. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, j'ai les dessous de l'affaire. Alors, tu les as peut-être plus en détail que moi. Moi, j'ai entendu donc, que Gourvenec aurait été très bien dans le projet de l'OL, mais manque d'expérience européenne. Alors non, le pire, c'est que Gourvenec, c'est le choix de Juninho. Oui. Juninho voulait Gourvenec et Aulas a dit non. Le choix du directeur sportif, évidemment, respecté. Le pouvoir de Juninho est énorme. Il voulait soit Gourvenec, soit Libo. Non mais Juninho c'était vraiment son choix Gourvenec, il voulait Gourvenec et Aulas a dit non, donc voilà. Aulas a bien montré que c'était encore lui le patron. J'ai envie de dire merci Jean-Michel. Merci d'avoir ramené Juninho pour juste qu'il se prenne tous les bâtons dans la gueule alors que c'est Jean-Michel qui tire. Ça se voit quand même depuis le début de saison, il en train de bien 30 au coup franc. D'accord, mais sauf qu'après il met toute la responsabilité sur Juninho. Oui. Donc voilà, donc et Blanc c'était sur un staff trop étendu. Staff trop étendu et le problème de Jean-Louis Gasset. Et surtout, pourquoi le problème de Jean-Louis Gasset? Parce que Gasset ne voulait pas venir et que Aulas disait Blanc sans Gasset ça ne vaut rien. Il l'a dit sur l'équipe. Il a dit bien sûr que Gasset donne plus de consistance à la candidature de Laurent Blanc. Donc il a démonté Laurent Blanc. Oui, ça donne plus envie trop de signer là. Donc Blanc s'est fait un peu humilier par Aulas. Donc en fait on est sur le choix par défaut un peu. On est sur le choix par défaut, un choix par défaut, alors on va en parler. Je crois qu'on a deux avis un peu différents. Parce que moi je suis assez positif et toi tu l'es peut-être un peu moins quoi. Sur Garcia? Sur Rudy Garcia. Ah non, moi ça va aussi. Moi ça va aussi, parce que bon, on a vu beaucoup de gens trouver ce choix absolument incroyable et incompréhensible. Les supporters lyonnais. Les supporters lyonnais. Bien sûr que c'est le choix de Jean-Michel Aulas, c'est pas celui de Juninho. Oui, quand Juninho sort dans les médias pour dire on a une vraie connexion, tout ça, bon voilà. C'est triste parce que Aulas va venir dans les médias dire Juninho a choisi, Juninho décide et tout ça. Comme ça, Juninho prend toutes les critiques. Alors que Aulas, évidemment, tire les ficelles, et ce depuis 1980 à l'Olympique lyonnais. Mais Rudy Garcia, c'est un bon choix pour moi. Bah oui, c'est un bon choix parce que c'est quand même un jeu, déjà un entraîneur qui est vraiment tourné vers l'attaque. C'est un entraîneur qui a une gueule. D'après moi, lui, s'il faut foutre des gens sur le banc, il va les foutre. Il n'y aura pas de problème. Hein. Si Depay fait le con, il va rester sur le banc. C'est quelqu'un qui assume, qui va protéger ses joueurs. Donc, si, je trouve. Et c'est quelqu'un où il est passé, il a toujours plutôt. En tout cas, au début, fait du bien. Hein. Voilà, au Mans, c'était très bon. À Lille. C'est le fameux truc qu'on dit sur Garcia. Garcia, faut regarder les débuts, mais surtout pas la fin. Parce que Garcia, ça s'est fini mal à peu près partout où il est passé. Oui, mais il a eu des superbes périodes. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. C'est que, alors évidemment, bon, il a commencé à Saint-Etienne en 2001. Ah oui. On évitera d'y penser. Je sais. Évidemment, à Lille, il fait ce doublé merveilleux, Coupe de France, championnat et qualification en Champions League où il fait exploser Eden Hazard, Mathieu Debuchy, Yoann Cabaye. Enfin bon, c'était une saison exceptionnelle. Il avait Saguiri. Moussasso, voilà. La Roma, il a ramené Joel Bat. Oui. Joel Embiid aussi. Georges Blard. Il y a 6-7 ans, il a ramené la Roma sur le devant de la scène en les ramenant en Ligue des Champions. Il a fait une série incroyable de 9 victoires, c'est toujours le record à l'heure actuelle en Serie A. La Roma qui est bien repartie sur la scène. Oui. Tournant en coulisses. Et évidemment, la fameuse saison avec l'OM où ils vont en finale de Ligue Europa au Groupama Stadium. Soit une défaite malheureuse qui envoie du coup Lyon en Ligue des Champions. Ouais, très malheureuse. Enfin bon, donc quand même, Rudy Garcia, il y a un palmarès qui est sérieux, c'est-à-dire qu'il a confirmé, c'est pas il a fait 3 bonnes saisons dans un club et après il a rien fait, il a confirmé de nombreux endroits où il est passé. On connaît ses limites, hein, Rudy Garcia. On sait par exemple qu'il faut pas lui confier le recrutement. On a vu à l'OM qui viennent nous chercher des trentenaires avec des contrats pourris. Bon, ils sont encore aujourd'hui à se traîner Strootman et à galérer à vendre Gustavo. Ça, en tout cas, sur le recrutement, c'est pas lui. De toute façon, ce sera déjà ce sera Aulas. S'il faut mal recruter, nous en défense, on sait faire. On n'a pas besoin de Garcia. Et Garcia, je pense, a compris qu'il faut pas qu'il gère le recrutement. Il a mis 30 patates sur Andersen. Oui, c'est bon. Hein, on a donné. Non mais bon, alors Rudy Garcia, je sais pas si t'as vu sa première conférence de presse où il fait c'est sûr que de rejoindre l'Olympique lyonnais est un grand plaisir. Donc là tout le monde lui est déjà tombé dessus. Voilà. Ça va être bien accueilli ça. Ça va être bien accueilli, mais bon c'est normal. Garcia, je pense qu'il va être investi dans le projet. Et déjà il aurait jamais pu rêver mieux. Il s'est fait virer il y a 3 mois, il est en disgrâce de l'OM. On l'appelle Lyon qui est bien parti en LDC, qui joue la 2e, 3e place. Ah là plutôt la 14e. Non mais il est encore tôt dans la saison. Oui bien sûr. J'ai espéré qu'on sera sur le podium quand même. Bien sûr. Quand on voit la faiblesse des autres équipes derrière le PSG. Oui, l'affligeance même. L'affligeance, ouais. Donc Rudy Garcia, c'est un choix. Bon alors évidemment, au niveau des supporters, ça coince. Moi évidemment, on est supporters de Lyon. Moi, je suis sur les réseaux des groupes de supporters lyonnais. C'est terrible ce qui se prend dans la gueule. Les supporters de Lyon, on n'est pas les connards, voilà,
les cervelets qui sont dans le stade. Non, voilà, non, parce qu'il y en a certains à Lyon qui, voilà, bon, enfin bref. Les Bad Gones ont déjà prévu un événement pour samedi à 17h30 là, contre la réception de Dijon. Alors, ils veulent, selon quelques infos, c'est pas sûr, faire soit un envahissement de stade, a priori ils n'y arriveront pas, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Mais en tout cas, ils veulent montrer qu'ils ne veulent pas de Rudy Garcia. Le mot barricole. Non mais voilà, c'est assez terrible. Ce qu'on reproche aussi à Garcia, au-delà d'avoir entraîné l'OM, c'est toute l'année dernière où il gueulait sur Lyon, oh là c'est l'arbitrage, on s'en souvient. Il s'appelait Rudy aussi. Il s'appelait Rudy aussi, je crois qu'il dit Garcia aussi, ça s'appelait pas. Mais bon, c'est les bonnes guerres, hein. C'est comme ça que ça marche le foot, tu gueules sur les arbitres, sur les adversaires, enfin bon. En tout cas, toujours est-il qu'il n'arrive pas dans un contexte simple, Rudy Garcia. Il arrive dans un contexte compliqué, dans une équipe qui est en crise, à redonner confiance, redonner une identité de jeu. Donc Pépère, il a du boulot déjà. À la fois au niveau des supporters, c'est la PLS. Au niveau du classement, c'est la PLS. Au niveau du vestiaire, on sait que le vestiaire aurait aimé continuer avec Silvinho, donc il n'a pas encore un vestiaire à sa poche. Et ça va que Silvinho nous a pas pourri la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on est quand même relativement bien parti. Ouais. On a fait peut-être le plus dur en gagnant à Leipzig, mais on a vu ça l'année dernière que de faire le plus dur n'engage à rien. Ça veut rien dire. Nous, là, en plus, on a un groupe où tout le monde peut battre tout le monde. On reçoit Benfica mercredi. Voilà, pour Rudy Garcia, c'est sa grosse première. Memphis Depay n'est pas là, il est blessé. Il a aucune marge. Lyon face à Benfica n'a aucune marge. Non. Mais au moins, elle n'est pas pourrie. C'est à Dijon samedi. Oui, il fait jouer Dijon et Metz. Mais jouer Dijon à domicile en première journée pour Garcia, c'est pas facile en fait. Ça va quand même. Non mais d'accord, mais c'est-à-dire que s'il gagne pas. Dijon à domicile que pareil à l'extérieur. Ah d'accord, par l'extérieur tu perds, on ne dit rien. Imagine tu gagnes pas contre Dijon à domicile samedi. Après, la position de Rudy, la position de Judy, la position de Las. Oui, mais Dijon ils en prennent 4 depuis le début de la saison. Non mais je te rappelle qu'on a perdu contre Dijon l'année dernière à domicile. Je sais pas si tu te souviens de ce match. Dijon était accroché. Julio Tavares. Voilà. Alors toujours est-il que nous on est plutôt content de Rudy Garcia. Mais que il commence avec beaucoup de retard à tous les niveaux et qu'il va devoir se battre en tous les cas pour accrocher sa place à l'Olympique Lyonnais. Bah oui, essayer de faire plus que 100 jours comme Silvinho quoi. Ouais. Parce que c'est pas à mon avis, il fera pas 100 jours. C'est pas dans l'ambiance lyonnaise Ah mais ça n'arrivait jamais. Hein. Oui. Hubert Fournier et Silvinho, Hubert Fournier c'était le premier. Ah là, Hubert Fournier. Hubert Fournier qui a été viré alors qu'il a failli être champion de France. Enfin. Bon, la saison après, ça allait. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, quel que soit l'entraîneur, c'était le même problème, mais qu'on virait toujours le coach. Parce qu'au final, le problème d'Hubert Fournier, c'était le même qu'avait Genesio. Pas forcément le même avec Silvinho. Il y a quand même le problème de j'allume mes joueurs. Bon, la Casette qui loupe un pénalty à Gantoise, qui lui dit il l'a loupé, c'est pas moi qui l'a tiré. Oui. Bon, là, ça aide pas. Ouais, c'était un peu dégueulasse, c'est vrai. Et Silvinho, c'est clairement plus un problème d'incompétence générale de l'entraîneur. Oui, voilà. C'est pas trop à un moment, quand tu mets tes deux meilleurs joueurs sur le banc, on comprend pas grand chose. Voilà, on en a parlé la semaine dernière, mais Silvinho, on peut dire ce qu'on veut sur les joueurs. Certes, les joueurs sont pas irréprochables, loin de là, mais Silvinho, c'était quand même absolument incompréhensible. D'accord. Donc bon, voilà, Lyon, ça peut pas être pire, j'ai envie de dire, sauf si on perd contre Dijon et contre Benfica. Oui, non, après, non, je pense pas que ça. Je crois qu'on est relégable actuellement. Hein. Non, on est 14e. Il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en 2 points, ça, après c'est la Ligue. Oui, ça fait 9 journées, donc voilà. Ça va, c'est pas le drame. Ça peut pas forcément être pire, et le contexte est vraiment très dur pour Rudy Garcia. Mais je pense qu'il va avoir la volonté de se battre, et que Rudy Garcia, c'est vraiment un mec qui sait emmener des vestiaires. Oui. Clairement, il l'a déjà démontré par le passé. Showman. C'est le showman, voilà. C'est pas Joe le rigolo, parce que quand on voit sa gueule sur le banc. Le greatest. The greatest show. On vous laissera le soin de noter cette blague sur 10 dans les commentaires. Donc bon, on a fait à peu près le tour. C'est un débat, on n'a pas forcément débattu parce qu'on était d'accord. Oui. Mais on avait des choses à dire, voilà. On avait sur le cœur. Il faut qu'on en parle. Quand on est supporter lyonnais, il faut qu'on parle. Ouais. Prochain débat, je crois qu'on parlera de l'impact de Joe Johnson dans le roster des Pistons. Ne loupez surtout pas la dernière prochaine. Non, mais je crois qu'on va pouvoir passer au tour du monde avant de se quitter. Info en bref. Et donc on va commencer pour cette info en bref par la petite... Donc en rapport avec la Bulgarie. La petite boutade en rapport avec la Bulgarie, exactement. L'affaire n'est pas très drôle. Et voilà. Et non, c'est un retournement de veste. Voilà, ce n'est pas en rapport avec la Bulgarie, mais bien en rapport avec le foot. Et en rapport avec un petit joueur qui s'appelle Daniel Alves, je sais pas si vous connaissez. Ah, Daniel. Voilà, Daniel Alves, qui jouait l'année dernière dans un petit club Paris Saint-Germain. Voilà. Pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans. Et donc, qui ce matin, il se prend au foot, et du coup, il s'est dit, tiens, je vais défoncer la ville de Paris. Voilà, je vais dire que tous les Parisiens sont des racistes, connards,
Et Grincheux, bon, pour Grincheux, oui, mais voilà. Donc, apparemment, il ne garde pas un très bon souvenir de son passage à Paris. Non, il a dit que c'est une ville stressante dans laquelle il ne vivra jamais et que tous les gens sont des racistes. Voilà, pour quelqu'un qui veut payer entre 4 et 5 millions d'années. Voilà. Alors, il a quand même dit, moi, j'en ai jamais été victime, mais mes copains, oui. Oui. Est-ce qu'on connaît tous un copain qui connaît un copain qui a mal bouffé un resto et ça lui est resté sur le bide. Oui, voilà. Bon, enfin, toujours est-il que c'est mal passé dans le monde du foot, cette petite déclat. Oui, puis même, c'est pas Pierre Ménès a pas apprécié qu'on crache dans la soupe. Bah oui, enfin, Pierre Ménès, dès que ça touche à la bouffe, il sait. Non, mais surtout que ça sort de nulle part, quoi. Oui, voilà, on sait pas pourquoi il a besoin de dire ça maintenant. Il s'en est jamais plaint, surtout que Daniel Alves est un joueur qui est plutôt engagé et qui a jamais, à l'époque où il était à Barcelone, hésité à dire Daniel Alves qui parle que les gens sont mal aimables et racistes dans le métro, je suis pas sûr qu'il l'écrit beaucoup. Oui. Ça m'étonnerait qu'il prenait la 8 bondée le matin. J'ai eu un chauffeur Uber qui a regardé de travers parce qu'il était rentré du mauvais côté de la voiture à la limite. Je suis pas sûr qu'à 18h dans le métro 8 il soit à l'heure de pointe. Entre Michel Bizot et Porte Dorée, à mon avis, il y a pas de monde. Donc voilà, c'était la petite info. Après, si on fait un petit tour du monde, on peut parler de... Bon, est-ce qu'on parle de Carson Edwards? Non, le président de Dieu, je propose qu'on laisse de côté. On va peut-être parler... Ouais, j'ai lancé ça, je disais que Carson Edwards a fait un carton où il a mis 6-3 points d'affilée. Je te conseillerais de préciser avec les Celtics. C'est un petit arrière des Celtics qui ne jouera pas beaucoup, mais qui a fait un truc incroyable. Non, enfin bref, on peut peut-être parler de ce week-end avec les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ouais, les quarts de finale de la Coupe du Monde, surtout dimanche matin, France-Pays de Galles qui nous attend. Très impatient de voir ça. On aura également un petit Angleterre-Australie. Alors ça va être merveilleux. Ouais. Afrique du Sud-Japon. Afrique du Sud-Japon. Alors pour avoir vu le match des Japonais face à l'Écosse, ça peut être très intéressant. Ça va être passionnant. Les Japonais qui ont un jeu vraiment un jeu de passe. Ils jouent pas au pied. Non. Un jeu de passe et de percussion. Un vrai jeu d'outsider en plus. Vraiment intéressant. Après à voir s'ils arrivent à tenir les buffles africains parce que les buffles d'Afrique du c'est Sud, des morceaux. Je les ai vus face à la Namibie, ils ont découpé en 6. Voilà. Et pour enfin, quand même, avec ce tragique, ce typhon là qui a fait que, comme l'Italie qui était éliminée sans jouer. Donc c'est Nouvelle-Zélande-Écosse, ça a fait beaucoup parler. Non, l'Écosse, non, Nouvelle-Zélande-Irlande. Irlande, pardon. Donc ça a quand même beaucoup fait parler, le fait éliminer sans jouer. Oui, moi j'ai été le premier à râler sur ce podcast. Ils ont porté plainte. Et du coup, pour France-Pays de Galles, le Pays de Galles, t'as vu un peu des matchs du Pays de Galles? Oui, c'est beaucoup plus fort que la France, que ce soit l'Australie ou le Pays de Galles, quel que soit. Bon, le typhon a empêché le match de jouer, mais quelle que soit la nation qu'on aurait affrontée, on est quand même bien en dessous. Est-ce qu'on va faire autant de fautes techniques qu'on a fait sur nos matchs, c'est-à-dire des en avant, des fins de match où on se chie dessus? Ouais, face au Samoa, c'était pas terrible. Tonga. Face au Tonga, ouais, c'était vraiment pas terrible. Tous les matchs, on a fait les mêmes fautes. À part la première mi-temps contre l'Argentine, qui peint un peu la Coupe du Monde. Ouais. Mais après, c'est un match de rugby, on va être à fond dans l'équipe de France. Oui. On sait bien sûr que la Nouvelle-Zélande va rouler sur tout le monde de façon implacable. L'Irlande, ça paraît compliqué. Non, mais c'est même tout le monde. Enfin, la Nouvelle-Zélande, le match indécis, ça va être l'Angleterre-Australie. Angleterre-Australie, ça va être exceptionnel. France, quand même. Ouais, c'est moins indécis que Angleterre-Australie. Si on part toute vraisemblance, l'Afrique du Sud devrait passer et la Nouvelle-Zélande aussi. Oui. Ouais. Ouais. Mais l'Angleterre-Australie, je l'attends avec presque plus d'impatience que le match de l'équipe de France, parce que le match de l'équipe de France, je sais qu'on va avoir des en avant, des fautes. Non, mais évidemment que j'attends avec impatience le match de l'équipe de France. À quelle heure Australie, Angleterre? Angleterre-Australie, il me semble que ça va être samedi à 11h45. D'accord, fin de matinée. Et l'équipe de France, ce sera à 9h. 9h dimanche. 9h05, voilà, petite prise d'antenne par Denis Brognard et tout, vous connaissez. Notons que TF1 et TMC ont le droit de tous les matchs de la Coupe du Monde et que c'est très agréable de ne pas avoir à être sur 15 chaînes différentes pour trouver les matchs. C'est très bien foutu, c'est cohérent. Bien commenté. Ouais, c'est très agréable, honnêtement, faut le dire. Une belle couverture. Puis on va lâcher deux petites infos plus tristes. Martin Fourcade qui a évoqué ce matin que cette saison pourrait peut-être être la dernière de sa carrière. Pas de JO 2022 à Pékin pour Martin, qui n'y arrive plus. Globalement, ses perfs depuis ses médailles d'or au JO de 2018 sont très très limites. Et puis Martin 2022, c'est longtemps. Ouais, je sais. Et il a 31 ans seulement, mais il n'y arrive plus. Il dit, et il pense surtout à sa carrière après sportive, et il veut être un peu à l'image de Tony Estanguet, un membre important du comité olympique. Il a plus de motivation. Il a plus de motivation, et puis honnêtement, il a tout gagné, il a fait le tour, quoi. C'est ça, c'est que vraiment le mec a été monstrueux. Je pense que physiquement c'est très dur. Ouais, oui, honnêtement, mentalement, physiquement, que ce soit des conditions de jeu, donc atmosphériques, des conditions de température, etc., la condition physique du ski alpin, c'est super dur. Et la concentration, le mental qu'il faut pour tirer
Enfin, franchement, c'est un sport qui doit être très très usant et je comprends qu'à 31 ans, il soit à la limite. Une petite info, si on a vu que Roger Federer a dit qu'il participerait au JO de Tokyo en 2020. Oui, il en a très très envie. Donc on peut s'imaginer que si Roger décroche l'or à Tokyo, qu'il s'arrête à Tokyo. Et je pense que de toute façon 2020 sera sa dernière année. C'est quasiment certain. Voilà. Bien qu'il gagne un petit grand chelem dans cette année. Mais oui, il gagnera Tokyo. Et puis on va finir pour parler de Hatem Ben Arfa, qui aujourd'hui défilait au tribunal contre le PSG avec un gilet jaune. Au prud'homme, qui reproche au PSG une mise à l'écart extra-sportive. Effectivement, il n'a pas joué de façon que moi j'ai trouvé assez injuste. Il réclame 8 millions d'euros au Paris Saint-Germain, affaire à suivre. Tant qu'à faire. Et apparemment, il va re-signer en Ligue 1. Ça fait 6 mois qu'il nous le dit. Il a demandé un BN aussi. Vraiment. Non, mais 8 millions d'euros parce qu'il a pas joué, ça va. Honnêtement, sa mise à l'écart est un peu dégueulasse. D'accord, mais il était payé le gamin. Hein, ah oui. Oui, bon, bah voilà. Oui, mais après, c'est le prud'homme, c'est fait pour ça. C'est pour régler les litiges d'entreprise où parfois t'as des flous sur le droit. Oui. Pour moi, ça doit être encore un de ces grands clercs dans son entourage qui a dû lui dire. De toute façon, l'entourage de Ben Arfa, c'est la pire chose qui lui soit arrivée. L'entourage, c'est le même que Benzema et Fekir. Voilà. Jean-Pierre Bernès. Enfin bon. Donc, je pense que c'est peut-être bien pour cette semaine. J'ai envie de dire. Time out. Time out.